Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble avec nous dans l'émission Référence. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté et puis regardé, puisque nous là sur Facebook. Bonjour, bonsoir. Bernard Boutis n'a pas salué qui sous caméra et puis Joven Slaguet. Sous console là, non pas M. André Marco Digé, je dis à inviter c'est Dr Franck Généus, c'est un docteur et c'est un homme pour le partager et l'idée ensemble avec nous pendant 60 minutes dans l'émission Référence. Dr Généus, n'a salué Radio Nationale, du merci d'être ou accepter répondre à l'invitation. Merci infiniment monsieur Odigé et merci d'être encore une fois bonne opportunité pour nous capables de micro ensemble avec vous. Puisque nous parlons docteur, ça qui arrive, nous parler dans l'autre domaine, mais c'est de médecine, c'est de santé, nous parlé. Pour un capitaine de là, qui a regardé autour, c'est qui est ce docteur Géné ici? Ok. Encore une fois, merci de l'opportunité, ça. Et, n'a parlé de santé, mais bien content qu'on dit ça, on va dire, n'a parlé de médecine. Parce qu'en fait, c'est une, qui tient à cœur. C'est pour que dans le pays d'Haïti, nous commençons à faire différence entre la santé et la médecine. La médecine, c'est l'affaire des médecins, mais la santé, c'est l'affaire de tous. Et c'est un combat que nous avons mené depuis plusieurs années, mais de façon particulière depuis 5 ans, c'est vraiment intégrer les concepts de santé totale au niveau de la culture même de pays. On a retourné sur ça, pour me présenter un petit peu. Alors, c'est médecin, effectivement, et médecin de santé publique, c'est spécialité moi. Et diplômé 1996 de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Depuis le SA 97, Île de la Tortue me fait résidence sociale moi et dès 98, moi j'ai reçu un appel de une institution ONG internationale qui est l'ACF que tout le monde connaît Action contre la faim qui demandait est-ce que me disposais à aller avec lui sur des missions en Afrique, ce qui était déjà fait partie de rêve moi donc nous t'ai dit oui. Donc depuis 96, nous commencé ça me capable longue carrière internationale en matière de médecine de l'humanitaire dans un premier temps et de santé publique dans un second temps. Donc concrètement 98, je me suis retrouvé pendant 9 mois au Burundi, pays magnifique, dont je suis tombé amoureux d'ailleurs jusqu'à présent. C'est un rêve moi retourner visiter pays ça. Par la suite, nous t'es passé dans plusieurs autres pays, au Soudan, 99, et après le Soudan, on est retourné en Haïti, on a passé du temps comme chef de projet justement avec ONG ça. Après ça, nous t'es intégré un certain nombre d'ONG et pour des missions de courte durée, mais en 2000. Alors c'était en 2003, nous avons accepté un poste dans les Nations Unies qui pourrait changer carrière nous complètement parce qu'à partir de 2002, m'entraîne dans les Nations Unies au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, comme officier de suivi et évaluation. Mais la particularité que peut-être nous sommes capables de faire dans ça, c'est le fait que à l'époque, c'était le Fonds mondial que tout le monde entendait parler de lui en Haïti, Fonds mondial de lutte contre la malaria, la tuberculose et le VIH/SIDA. Et font ça t'es by Haïti premier décaissement. C'est pas le premier pays qui a accepté grant là, mais à ma connaissance c'était premier pays qui a décaissé déjà dès novembre 2002 et en 2003 il a commencé avec programme là. En mars 2003 j'ai intégré le PNUD comme officier de suivi et évaluation, ce qui concrètement fait de moi-même probablement le premier officier de suivi et évaluation du Fonds mondial au monde. C'est très important parce que la caractéristique même de mécanisme de financement qui c'est Fonds mondial là, c'est justement suivi et évaluation, c'est ça qui fait particularité fort. Donc ce qui fait de 2002 jusqu'à pratiquement 2009, moi je travaille pour PNUD. En 2008, moi je travaille pour PNUD dans différents pays. Déjà en Haïti, nous sommes parlé de ça. Ensuite, nous allons en Guinée équatoriale comme chef de programme
Et premier programme Fonds mondial que Guinée équatoriale te gagne, c'est nous-mêmes qui ouvrons nous fait première phase là ensemble avec eux. Après cela, et parce qu'à l'époque les compétences en matière de gestion de mécanisme mondial là qui à l'époque était très nouveau. Et nous demandons pour me jouer rôle essentiellement de experts internationaux pour appuyer les pays, ce que nous avons fait pour l'Angola, pour la République centrafricaine, pour les îles Maldives en Asie. Et après cela, c'était déjà la première tentative pour moi pour me retourner dans le pays et en 2007. Et côté d'ailleurs, j'ai fait un mois avec la Fondation Sogebo qui à l'époque était récipiendaire principal pour le Fonds mondial tout, mais en fait, je n'étais pas encore prêt à divers niveaux. Maintenant, je suis retourné en Afrique avec une ONG qui s'appelle International Rescue Committee, IRC, que vous connaissez en Haïti, mais avant 2010, il va exister. C'est pratiquement nous-mêmes qui étaient accompagnés entre institutions en Haïti, parce que en fait, nous avons travaillé avec eux en 2008, 2009 et en 2010, avec un tremblement de terre, nous demandé est-ce que, par exemple, il y a nécessité pour rentrer en Haïti. Donc, IRC en 2008 et quelque chose s'est passé en 2008. En 2008, nous avons fait un premier voyage, je suis venu famille, maman, et avec papa en Haïti. Et j'ai remarqué quelque chose, il y avait une certaine stabilité dans le pays qui en fait m'avait marqué dans le sens où j'ai senti que stabilité ça créait un environnement côté pays a commencé ou là c'est pas comme stabilité sur le plan politique sociopolitique tu gagné suffisamment de stabilité suffisamment longtemps pour que la vie commençait à reprendre, le commerce commençait à reprendre, c'était ce président Préval, etc. Ça t'a marqué parce que la question de vivre dans le pays, c'est quelque chose qui avait été résolu dans la tête depuis très longtemps. Moi, je veux vivre dans mon pays, travailler dans mon pays, contribuer au développement de mon pays. Donc, dès 2008, nous avons gagné une vraiment très forte envie de retourner en Haïti, mais ce n'était pas encore possible. En 2009, nous faisons deuxième voyage, par contre, sur songer 2009, mais mon qui pas songer 2009, nous capable de songer que en 2010, les économistes mondiaux disaient que la croissance économique de 2009 avait été effacée, gommée par le tremblement de terre de 2008, mais en fait, c'était une croissance économique dont Haïti était assez contente et à l'époque. Donc, en 2009, moi Haïtien qui quittait le pays depuis 2005, l'arrivée en 2009, vous commencez à intéresser, si ça intéresse, vous commencez à dire, oh, le pays est en train de se reconstruire. Donc, décembre 2009, je prends décision, je retourne dans le pays. 31 décembre 2009, avec toute famille, nous débarquer à l'aéroport Toussaint-Louverture, etc. Et puis, 12 jours après, vous savez tous, il y a eu le tremblement de terre, ce qui a changé notre vie à tous et dans ce pays. Mais j'ai décidé de rester et depuis ce moment, la vision, elle est très claire. C'est vraiment de contribuer au développement de notre pays et de donner notre contribution. Contribution que nous avons depuis ce moment, m'a un petit peu écouté l'histoire là. Côté et en 2012, j'ai accepté une nouvelle carrière parce que je me dit que j'ai commencé une carrière dans l'humanitaire. Ensuite, je suis passé en santé publique avec les Nations Unies, que ce soit en Haïti, que ce soit dans d'autres endroits, organisation de système de santé, etc. J'ai commencé une nouvelle carrière comme chef, comme directeur d'hôpitaux, comme gestionnaire d'institutions hospitalières. Carrière assez importante et imposante. Mais parallèlement à cela, en 2013, j'ai décidé de mettre en application le plus vieux rêve que j'avais, qui est de faire intégrer en Haïti le concept de la participation intégrale de la population dans la mise en œuvre des politiques de santé. Ça aurait les santé communautaire, qui est un domaine extrêmement mal connu en Haïti. Donc, nous avons fondé l'Institut de santé préventive, environnementale et communautaire, Institut SPEC, qui est actuellement extrêmement actif et est en train de faire des choses dont nous allons, j'espère, parler tout à l'heure. Et l'Institut SPEC, n'importe qui est capable de découvrir, que ce soit sur Facebook Institut SPEC, que ce soit sur le site internet de l'Institut, institutspec.org, pour qui activité que nous avons fait. Et donc, avec l'Institut SPEC et l'hôpital Adventiste d'Haïti, nous sommes engagés dans un combat direct, dans un combat militant pour justement changer la face du système de santé en Haïti. Et c'est ma campé là. Justement, alors, présentation, ça m'a demandé est-ce qu'il est résumé parcours professionnel? Écoutez, globalement, je dirais oui. En fait, le résumé, ça qui paraît moins plus intéressant ou bien plus important pour dire. Et parce que sous besoin. Gain toujours.
Globalement, en termes d'expérience, je pense que l'IA assez exhaustif. Bon, évidemment, il y a un certain nombre d'autres choses que nous avons parlé, mais l'IA assez exhaustif. Je pense que peut-être si vous voulez ajouter pour vous que il y a un aspect de parcours professionnel dont je n'ai pas parlé, qui pourtant tellement prend le dessus que grand pile monde c'est plus dans l'aspect ça qu'on aime, c'est en fait quelque chose que je qualifierais de vulgarisateur de santé. En fait, c'est quelque chose que je fais depuis ma première année de médecine. Tout le monde connaît que si on bagaille qui intéresse, c'est l'éducation à la santé. Et comme on a une opportunité à m'a tout dire là, l'éducation à la santé. Alors, je commence par le commencement. Je, en tant que spécialiste, en tant que professionnel de santé, particulièrement spécialiste de santé communautaire, je considère, et je le dis, je suis très content de pouvoir le dire sur cette antenne, très officielle du pays, je considère que le niveau d'alphabétisation en santé de population haïtienne est tellement bas que est incompatible à la santé. En fait, pour le dire différemment, à mon humble avis, c'est un plus gros problème de santé publique que Haïti gagne, c'est le fait que population a un niveau de connaissance de base en santé qui est tellement bas qu'en fait, lui-même, il est difficile en tout cas, pas dire impossible, mais il est difficile, extrêmement difficile pour que la communauté médicale arrive passer généralement des informations, des données médicales très simples à la population pour que l'il capable facilement embrassé par la population. Il n'est pas réceptif. C'est pas que pas réceptif, mais en fait, la nature humaine est de cette façon. Quand il pas comprendre un bagage, li en fait pral bal une signification pali, en général mystique d'ailleurs. Et donc au cas où ça me veut dire c'est que nous gagnons un pile problème pour que gagne des interventions de santé qui réussissent dans le pays parce que en fait l'accessibilité l'accessibilité culturelle de monde à la santé est tellement difficile que en fait il y a des interventions de santé qui très simples et qui n'arrivent pas à prendre parce que monde gagne des connotations différentes. Concrètement, tout le temps nous pas éduquer population nous en matière de santé, je vous assure que nous allons continuer à avoir de très graves problèmes en santé. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en fait l'Institut SPEC si gagne un engagement social que l'il prend, c'est ça. Et le 5 août dernier, nous avions dans le cadre de la deuxième édition du Festival de la santé que nous allons organiser chaque année et par la grâce de Dieu, nous avons fait ça en 2017, en 2018 nous avons rempli complètement la salle franque de l'hôtel Montana. Plus de 1200 personnes avaient participé dans ce programme. La RNH en avait fait l'écho. Magnifique. C'est vrai. Et je vous en remercie déjà. Et là, on avait pris l'engagement. Et c'est un engagement. L'Institut SPEC a pris l'engagement que à l'horizon des 5 prochaines années, chaque grain haïtien a gagné possibilité pour gagner accès direct à l'information en santé qui le concerne. De la façon qu'il le souhaite, le lever. Parce que pour nous-mêmes, c'est essentiel de lever défi de l'accessibilité à l'information en santé. Et quand je parle d'information en santé, je parle de l'éducation de base en matière de santé. Il y a des choses qu'un être humain qui fonctionne et surtout qui fonctionne maintenant ne doit pas. Il n'a pas le droit de ne pas connaître. Un être humain, surtout avec l'émergence des maladies non transmissibles que nous gagnons actuellement, ne peut pas se payer le luxe de ne pas savoir comment faire pour bien s'alimenter. La bonne alimentation, il doit être quelque chose qui passe dans la conception. Mon n'a qu'à faire choix, pas faire telle chose. Mais il doit reconnaître que moun manger comme ça. Ouais. Donc, on prend exemple alimentation, même t'es qu'à prendre n'importe quel exemple, t'es qu'à prendre un exemple encore plus banal, le fait de se laver les mains avant de manger. Alors, c'est peut-être pas un très bon exemple parce que la plupart de monde connaît ça, mais on pas fait mais ça c'est un autre défi encore qui s'est passé de l'information, mais de l'éducation à la pratique de santé, mais ça c'est l'autre travail qu'on a fait tout, mais le minimum, le basique, l'accès à l'information. D'accord avec toi dans la société, nous ont gens résistants au changement. À la vérité, moi, je vous dis que mon travail dans plus que 7 pays, pas estimé que me passer dans un pays côté monde pas résistant au changement. En fait, il faut savoir que la résistance au changement, c'est l'un des mythes, c'est l'un des modes de fonctionnement du cerveau humain. Le cerveau humain n'aime pas le changement. D'ailleurs, il considère le changement comme un threat, comme une menace, comme quelque chose avec toute bagaille qui est nouveau pour lui, les choses. Parce que, en fait, pendant très longtemps, tout ce qui était nouveau était dangereux pour nous. Donc, il est normal. On peut s'attendre à ce que la population
et soit réticents au changement. Mais je vais vous dire là son problème d'adaptation. Non, je vais vous dire quel est le problème en Haïti. Le problème en Haïti, c'est que l'élite a perdu la confiance de la population. Ça veut dire que quand vous gagnez et l'élite, et quand je parle de l'élite, ça peut même être les autorités de santé qui disent bagaille. Et puis, quand l'autre bagaille qui a circulé sur Facebook, qui a circulé sur WhatsApp, ou bien doit avoir que une grande partie de la population qui fait WhatsApp confiance, il n'y a pas fait et autorité de confiance. Et c'est ça que nous voulons rétablir. Nous voulons rétablir l'autorité de la science, l'autorité du secteur qui connaît, qui connaît, du détenteur de la connaissance pour que nous soyons capables de comprendre que la communauté scientifique là, il est là pour le servir. Donc, cette confiance ayant été perdue pour plusieurs raisons, mais une là-dedans, c'est parce que nous avons passé les dernières décennies sans nous-mêmes apprendre comment parler à la communauté. En fait, la question de la communication, c'est un bail qui est très important. En fait, c'est toute une culture. C'est toute une culture. Quand un médecin, quand un malade vient un médecin traditionnel, médecin, donc, gens formés dans la faculté de médecine, et que malade la vini, il vient un médecin fait la prescription, etc. C'est pas même expérience. Les gens li aller quand on guérisseur traditionnel qui en fait pral bay moun nan histoire ou réflexion historique ou vécu de maladie là li bay moun nan et une explication qui c'est explication pâle, elle peut être bonne ou pas bonne, vraie ou fausse, mais le bay moun nan ou explication et li bay moun nan yon marche à suivre. La personne a cette sensation d'être participatif de sa prise en charge de santé. Alors que nous autres, dans la médecine traditionnelle, la façon que nous faisons la médecine, en fait, dans les médecines officielles, etc., nous vraiment établi déconnexion, ça. Et nous même mettons dans la tête, non? Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, parce qu'en fait, l'institut, c'est essentiellement un institut académique. J'ai beaucoup d'étudiants, et dans la tête, en pile monde, c'est, ouais, le niveau d'éducation est très bas. Et alors? Je veux dire, niveau d'éducation très bas, c'est niveau d'éducation élevé par nous, qui pour faire que nous joignent quels sont les mécanismes et les façons de dire et de faire, qui pour faire que le message la passe. Si le message ne passe pas, c'est pas la faute de la population, c'est la faute de nous autres, les techniciens et les spécialistes, qui devrions apprendre comment communiquer efficacement avec la population. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche, référence à cet espace, toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. Docteur Frank Genéis est invité nous aujourd'hui dans l'émission Référence et notre présenté c'est directeur médical à l'hôpital Adventiste d'Haïti. Et fondateur de l'Institut SPEC, permettez-moi d'ajouter ça parce que c'est très important. Il se bat par coller, c'est un cadre des Nations Unies, il travaille dans la question santé, question suivi, qui a rapport avec IH-Sida. Là, comme directeur médical hôpital Adventiste d'Haïti, qui ont intégré et structure ça? La façon la plus simple possible, moi c'est Adventiste du 7e jour de confession et depuis en fait l'époque que j'étais étudiant, il était clair que engagement dans activité communautaire de façon particulière dans la communauté à laquelle j'appartiens, c'était un engagement total. Donc ça veut dire même le travail en dehors de l'organisation adventiste en Haïti, il était évident pour beaucoup de personnes en tout cas que engagement pour communautaire est très clair, etc. Donc de fil en aiguille, je vous passe peut-être les détails, de fil en aiguille à un certain moment, j'aime dire ça, un jour de novembre 2011, je travaillais pour l'UNICEF. À l'époque, j'étais le spécialiste de santé communautaire de l'UNICEF en Haïti. Et puis je reçois un appel du président de l'œuvre adventiste en Haïti. Il dit,
Docteur Généus, nous avons besoin de votre aide. Est-ce que tu as accepté Vinba nous coup de main, comme ça dit, coup de main dans l'hôpital Adventiste? Définitivement, on connaît que je n'ai jamais refusé l'église là, rien. Et puis, sa réponse était, en fait, il était très content, etc. Donc, il a raccroché. Et puis, quelques secondes après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Et puis, me rappeler sur le coup, me dit, mais qui ça veut dire exactement, président? Il dit, tu viens d'être nommé, enfin, avec comité, élection, etc. Tu viens d'être nommé directeur médical de l'hôpital Adventiste d'Haïti. Il me dit, mais qui ça a impliqué? Bon, ça a impliqué que vous allez diriger l'équipe médicale, etc. Il dit, mais est-ce que c'est un travail à plein temps ou bien c'est un travail à temps partiel ou bien c'est du bénévolat, etc. Qu'est-ce que c'est? Il dit, malheureusement, c'est un travail à plein temps. Il dit, mais vous savez que j'ai un travail. Vous savez où je travaille, vous connaissez, etc. Il dit, bon, oui, je le connais, mais bon, job, moi, c'est bonne information, mon nommé, etc. Il dit, bon, ok, je vais le prier et puis je vais le garder pour moi. Et puis bon. C'est comme ça que nous intégrons et après concertation avec la famille, avec ma foi, etc. Donc, on a été convaincus que c'était la voie à suivre et on a été convaincus qu'on est appelé à le faire. Et on a fait ce choix qui n'est pas un choix facile parce que c'est pas le même environnement, c'est pas le même ambiance et je n'ai pas besoin de vous dire c'est pas les mêmes salaires non plus. Mais très franchement, je pense que j'ai été bien inspiré parce qu'en fait les réalisations que nous avons faites depuis, je pense, n'ont rien à voir avec ce que nous aurions pu accomplir. Et sans dire du mal de quoi que ce soit de ceux qui travaillent, mes collègues dans les Nations Unies de façon particulière avec l'UNICEF. Il faut savoir que l'UNICEF, c'est l'agence des Nations Unies qui rend compte et quelque chose qui va au-delà du professionnel. Pour moi, vraiment une relation émotionnelle même quand on parle de l'UNICEF. J'aime l'UNICEF. C'est même pas une question de lieu de travail, je veux dire, je suis vraiment en amour avec cette institution, mais il faut faire des choix. Et par la grâce de Dieu, je peux vous dire aussi qu'il se trouve que dans mes activités, l'UNICEF est l'institution avec laquelle je travaille le plus. Et en tant que organisation de mise en œuvre d'activités, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans l'hôpital Adventiste d'Haïti. Un an plus tard, on a trouvé nécessaire de créer l'Institut SPEC. Donc je dirige, à la vérité je dirais 5 institutions. L'autre je vais faire des comptes. Je me suis rendu compte que je diriger 5 institutions différentes parce que je vous en ai pas parlé et pourtant c'est un grave péché. Et il y a un an j'ai été nommé, voté et président de l'association des hôpitaux privés d'Haïti, ce qui n'est pas non plus une petite chose parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à faire aussi. Nous parlons d'hôpitaux, nous parlons de médecine hospitalière. Dans le cadre de cette émission, ce sera intéressant aussi de parler de la question des hôpitaux en Haïti parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et donc il y a l'hôpital Adventiste, il y a l'Institut SPEC, il y a l'association des hôpitaux privés d'Haïti et il y a 2 autres institutions. C'est pas la peine que nous rentrions là d'ailleurs. Alors justement, vous entrez dans l'hôpital Adventiste comme directeur médical, c'est vrai, vous entrez dans la communauté adventiste ou habitué croiser même si nous pas marché même côté, mais est-ce que cohabitation était facile pour vous? Cohabitation entre oui, par même rapport avec l'autre groupe qu'on vient joindre dans l'hôpital là. Bon, début expérience c'était difficile. Mais faut me dire que me gagné 6 ans, en fait, c'est peut-être je commence par la fin, me gagné 6 ans à l'hôpital Adventiste 2012-2018, 6 ans. Et c'est le poste que j'ai occupé le plus longtemps dans ma carrière professionnelle, alors que me gagne quoi 96-98, ça fait 22 ans depuis moi sur le marché professionnel comme on le dit. Et c'est carrière plus longue que me fait. En fait, je n'ai jamais travaillé plus de 3 ans dans un même endroit. En fait, pour le PNU, je travaille environ 6 ans, mais c'est jamais dans le même endroit. On a fait pratiquement 6 pays ensemble. Donc, c'est la première fois que je suis resté aussi longtemps dans une institution. Et non seulement c'est complètement différent, mais aussi c'est peut-être l'endroit, le poste, l'expérience qui m'a le plus enrichi en tant que professionnel. Parce que l'enrichissement que j'ai pu avoir, c'est l'enrichissement au niveau de la capacité à développer un leadership qui est un leadership 2 aspects. Un leadership basé sur le service et un leadership qui priorise l'homme sur les gains. C'est vraiment extrêmement intéressant et c'est quelque chose qui a changé complètement ma façon de voir. Je revenais des Nations Unies, où en fait c'est l'efficacité et l'efficience qui prônait. Je veux dire, au cas travail,
Il a continué avec vous, ou pas qu'à travail, théoriquement, vous êtes censé être éjecté et remplacé. Pas que dans les Nations Unies, dans le milieu des affaires. En général, on cherche l'efficacité et l'efficience. Et quand je suis arrivé au niveau de l'hôpital, tout naturellement, c'est le même réflexe là, c'est qu'un tel pas bon, remplacer un tel pas bon, remplacer. Et il a fallu du temps pour comprendre que, au-delà de cela, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et à partir de ce moment, de comprendre que on est dans le même bateau. Et l'institution dont je vous parle était une institution en crise quand nous étions venus avec lui. Il s'agissait pour nous de redresser la barre et de sauver cette institution qui en fait a failli périr. Il faut savoir que l'hôpital Adventiste est fondé depuis 1981 et de 1981 à date, il y a eu plusieurs crises, mais la crise de 2013-2014, c'est une crise qui a failli faire fermer une institution qui, à mon humble avis, est un patrimoine pour la communauté haïtienne qui est malheureusement sous-utilisée par la communauté en général et par les autorités de santé en particulier. Et c'est un petit peu un appel. Il y a beaucoup de ressources au niveau de cet hôpital que l'État haïtien devrait utiliser plus, en particulier dans les spécialités que nous avons. La première étant la chirurgie orthopédique. On parlera peut-être après. Mais je vous disais que l'expérience, c'est une expérience qui, de façon très 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 profonde, nous a appris qu'il y a une autre façon de gérer. Et très franchement, là, nous entrons dans une nouvelle façon, ça 2014-2015. Actuellement, je pense pouvoir dire que nous sommes en train de faire l'expérience de leadership le plus gratifiante que moi-même moi fait dans la vie jusqu'à présent, c'est d'avoir une équipe qui est avec toi. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. Ah oui, les résultats, ça n'a rien à voir. C'est deux institutions complètement différentes. Les résultats sont différents. Et même l'approche avec les gens, même la population, en fait, la communauté qui vient prendre service, ils vous disent ça, même sur notre réseau Facebook, réseau et page Facebook que nous utilisons actuellement, quoi, il était ouvert en 2014 ou en 2015. L'autre jour, je me tombais sur les remarques qui se faisaient en 2014 et 2015. C'était des remarques acerbes, justifiées ou pas, mais acerbes, hostiles, voire carrément de l'animosité, etc. Comme ça. Mais actuellement, les remarques sont de plus en plus bienfaisantes et gratifiantes. Des gens qui nous écrivent pour dire merci de ce que nous te permettent de nous faire expérience. Alors, permettez de faire parenthèse à vous, sur l'Italie, ou prioriser l'homme sur les gains. Et évidemment, si on malade rentre dans l'hôpital là, c'est s'il pas gain l'argent, il n'y a pas de mettre. Écoute, permettez-moi de répondre par l'histoire, une histoire vraie, un témoignage. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est passée il n'y a pas longtemps de cela. Et je parle de moins d'un mois. Pas de vivre personnellement, mais c'est une histoire qui a marqué le trésorier de l'hôpital, le directeur financier de l'hôpital, et qui m'expliquait que Yun Bagay, parce qu'on était en train de parler de l'année 2018 et les difficultés, les succès que nous avons eu, etc. Nous sommes tous unanimes à reconnaître que ça qui fait nous plus plaisir, c'est d'avoir ce sentiment d'être dans un milieu où la question de l'homme, de l'être humain, la question de la compassion, parce que nous avons adopté ce slogan, la compassion en action, commence petit à petit à devenir une réalité, à devenir un mode de vie à travers ce que nous faisons. Donc le trésorier qui m'expliquait l'histoire d'un monsieur qui est venu à son bureau et sa femme avait bénéficié d'une intervention chirurgicale qui en fait la facture que monsieur a recevoir son facture de 62 ou 65 000 gouttes, je ne vais pas songer exactement, mais elle était dans tête 60 quelque chose. Puis le monsieur qui vient dans son bureau pour expliquer au directeur financier, et écoutez, facture là, reçu me gagne, paiement pour me faire pour madame moi quitter l'hôpital là, c'est 60 on va adopter 62 000 gouttes que lié, mais moi même son bac surette me gagne pas gain 62 000 gouttes. Tout ça me gagne, même potel banou, c'est 4 000 gouttes liées. 4 000 gouttes. Et puis, bon, le trésorier est très embêté. Parce qu'en fait, dans 65 000 gouttes là, c'est une facture complète. Il y a les médicaments, il y a les médecins, il y a les frais hospitaliers, il y a toutes sortes à imaginer dans l'intervention, qui c'est une intervention assez sérieuse que madame était bénéficiée de lui. Et, alors, le trésorier, alors, soit dit en passant, n'est pas haïtien, mais c'est quelqu'un qui est un vrai chrétien. Je veux dire, c'est peut-être l'un des hommes les plus attachés aux valeurs chrétiennes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Et puis il regarde, il dit, mais pas fin trop comprendre pour ça que c'est l'autre venu à madame hôpital qui pratiquait
ce que nous appelons le recouvrement de coûts, qui a obligé en fait de charger ses patients pour survivre, pour fonctionner. Mais pour qu'ils soient pas allés dans l'autre hôpital, c'était pas pour le blâmer, c'était que en fait il essayait de comprendre parce qu'en fait justement c'est une population qui nous intéresse, une population de ceux qui légitimement capable de dire qu'il gagne moins. Population ça intéressé nous, ne serait-ce pour des raisons d'information. Il te voulait connaître qui ça te fait que monsieur ça dans moment ça a été choisi venir l'hôpital adventiste avec madame qui sous qui base est-ce que c'est en plus grande comment on était disant en plus grande confiance que population ça fait institution qui fait le venir là-dedans. Il dit bon m'explique qui ça qui passé. Moi pas là, madame moi malade, li malade très grave, monde qui bon côté lui et avec famille dit que seul côté il y a bal bon service et il pas faire le payer avant au bal service c'est l'hôpital adventiste. Évidemment ils habitent pas loin de la zone donc ils connaissent etc. C'est pas une publicité. Je ne sais pas comment on va prendre mais au moins de me parler non mais en fait c'est pas ça c'est pas l'information que je voulais ba ou n'a privé sous lui et puis yo menen là sans que pas dire ça. Il dit là vient apprendre il met deux mains en tête il même dit que il jouerait mon mieux parce que dit mon mieux nous connaît très bien que me pas gain l'argent pour qui ça il menen et mon mieux dire c'est parce que nous connaît que l'aide menen là il y a bal service là ensuite il a demandé nous l'argent et alors ça me doit dire c'est que c'était une question de vie ou de mort ça madame n'a te gain s'il pas de gain intervention elle t'a mourir et c'est pas de gain intervention immédiatement elle t'a mourir et monsieur Ali t'a expliqué nous ça il pas t'a expliqué pour en fait demander subventions non il t'a expliqué pour être capable dire un bagage il dit justement et c'est une raison qui fait que me vinn koto c'est que moi pas connais si gain l'hôpital côté yo fait ça en Haïti côté yo bay moun nan service avant sans que yo pas poser tête yo question est-ce que moun n'a gain capacité pour le faire face à service là alors m'te dit m'a commencer par la fin parce que le début c'est 2015 côté nous sommes arrivés en 2012, n'a goumé avec lui à partir de 2015 moi refait département d'urgence là etc. et je me souviens très bien à un certain moment on avait beaucoup de difficultés financières, on avait aussi un financier qui était très sérieux dans son travail qui en fait très simplement te dit depuis mon n'a pas payé pas bail mon service et me songeais très clairement nous étions en réunion d'équipe grande réunion plus de 100 staff sous supervision etc. me te dit clairement personne ne meurt dans mon hôpital pour des raisons d'argent. Personne. Dès que quelqu'un vient à l'hôpital et c'est l'hôpital qui doit lui donner la vie, je suis à l'antenne. Je ne vais pas dire ce que j'ai dit. Ça ne m'intéresse pas de savoir si mon n'a qu'à payer. Dégager nos bails mon service, la question de l'argent, c'est nous les administrateurs qui allons nous en occuper. Alors, au témoin si c'est une publicité, c'est pas une publicité pour dire au monde tout ça fini dans l'hôpital adventiste d'avoir service sans papier, mais c'est pour dire que nous avons réussi ce pari de séparer la question médicale d'avec la question financière. Évidemment, nous sommes très 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 loin d'objectif nous. Mais la réalité, moi je garantis ou gagne une urgence ou aller dans l'hôpital adventiste d'Haïti, il y a prend urgence en charge, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça que nous sommes capables de parce que au niveau de département d'urgence, on a séparé les deux. On a vraiment séparé les deux. Comme directeur médical, qui j'en fait pour absorber charge? Mon cher, tu as bien saisi qu'on est. Alors, moi même quand c'est ça aussi bizarre que ça, parce que ça me parle de relation, c'est quelque chose que les banquiers connaissent. Les pauvres payent leurs dettes. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit caractéristique seulement de la société haïtienne. Second dette ou fait, second monde ou fait en dette, mon cher, fait en dette à un monde qui pas considéré tête comme riche mais qui a vraiment gommé avec la vie les pauvres payent leurs dettes. C'est pour cela que la plupart des institutions bancaires que vous gagnez ou une succursale de microcrédit, c'est parce que vous connaissez au fait confiance et à secteur ça. Ma réponse elle est comme ça, c'est pour dire que quand vous faites confiance à la population vous rend cette confiance. Hier quand on a songé ça hier, j'ai fait une expérience bizarre mais nous toutes nous saisis une dame qui est venue à l'hôpital et puis elle dit moi j'ai une dette pour l'hôpital là moi je viens bailler. OK, et il recevoir dame dans espace financier etc. et puis il a cherché dossier madame elle dit mais qui c'est qui les service a été fait, il dit petite moi j'ai 18 ans et kounya il a 18 ans qui est que nous t'ai fait service là il a 2 ans après 18 ans je viens payer dette. Alors c'est peut-être pas un bon exemple mais en fait
quand on commence à faire confiance à la population et à établir des rapports de confiance, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de miracles qui se passent. Évidemment, nous n'avons pas encore trouvé quel est le système. Moi-même, très intéressé à ça, pour trouver quel est le système pour faire ça, parce que la question d'accessibilité sont questions cruciales liées pour moi. Je n'accepte pas l'idée d'être directeur de l'un des plus grands hôpitaux d'Haïti et puis il y a des gens qui tombent, et ça c'est des choses que j'ai vues, qui tombent devant l'hôpital là et qui pas capable d'entrer l'hôpital là venir prendre service. Ça c'est quelque chose que je n'accepte pas et nous travaillons à ce que nous trouvons les solutions pour cela, et c'est des discussions qui sont en cours aussi avec les autres hôpitaux partenaires, la question de l'accessibilité, et c'est quelque chose que nous pensons qui est essentiel, que l'accès aux services, et la société civile, le secteur privé doit donner sa participation de façon citoyenne et responsable dans ça. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale. Avec nous, docteur Frank Généis, certainement. Après, en première tranche, deuxième tranche, on parlait de fonctionnement dans l'hôpital adventiste, quand au directeur médical. On a parlé de santé, nous va parler de santé, nous va parler de VIH. VIH-Sida, et où travaille sur question ça tout. Quelle est la situation aujourd'hui en Haïti? Dans cause VIH en Haïti, il y a un pile bonne nouvelle, mais il y a des nouvelles qui est encore moins bonnes. Moins bonne étant à mon humble avis peut-être moins longue comme liste, m'a commencé par eux-mêmes. Haïti est encore pays qui gagne non seulement le taux le plus élevé de VIH/SIDA dans Caraïbes et Amérique latine, en tout cas dans Amérique centrale là. Et il y a encore le pays avec le taux le plus élevé. Nous avons 2,2% de prévalence dans le pays. Nous avons une très grande quantité de monde qui est encore infecté de VIH/SIDA, 150 000. C'est pas peu. Et nous gagnons encore, nous gagnons maintenant, mais ceci n'est pas nouveau. Devant nous, un nouveau défi. Alors 150 000, ça nous a les PVVIH. 150 000 PVVIH. Personnes vivant avec GMVIH là dans sang. Et nous avons aussi un très gros défi, qui sont défis qui pas datés de 2018, mais qui sont nouveaux paradigmes dans la question VIH là. Le nouveau paradigme dans la question de VIH, c'est que le VIH qui a en fait permis à la médecine mondiale, donc y compris la médecine haïtienne, de faire des pas importants en matière de responsabilité sociale vis-à-vis de la santé. Ils viennent retomber dans l'escarcelle des professionnels de santé et probablement de ceux qui vivent avec la maladie. Ce que j'essaie de dire, c'est que petit à petit, la population, dans sa grande majorité, commençait à promettre au tiroir sur des étagères la question du VIH. Donc, ça veut dire que la vigilance de la population est en train de baisser. C'est comme si la question du VIH, c'est quelque chose qui est démodé, qui n'existe plus, qui ne fait plus peur, qui n'est plus un problème. Dans la grande majorité des gens, il est vrai que nous ne parlons pas pour que tout le monde gagne une phobie extraordinaire de tout ça, mais c'est en train d'être encore une fois rangé au placard, comme ça l'était à une époque. Donc nous courons le risque d'avoir premièrement une baisse de la vigilance de la population, avec ça qu'il rien comme conséquence. Ça veut dire qu'une augmentation de comportement à risque ou réaugmentation de comportement à risque. Et nous courons le risque aussi, qui n'est pas petit, d'entrer dans une ère où les ressources pour faire combat ça contre VIH/SIDA viennent trouver les de plus en plus rares, de plus en plus difficiles à collecter, à trouver des ressources
massive telle que nous l'avions ces 10 dernières années, nous courons ce grand risque. Pourquoi? C'est parce que les victoires que nous avons remportées sur le VIH fait que nous vîmes un petit peu confortables dans le fait que nous avons d'ailleurs stoppé la progression de la maladie, diminué la prévalence de la maladie et dans un certain sens et à un certain moment diminuer même l'incidence de la maladie, ça veut dire le nombre de nouvelles personnes qui apprennent maladie. Donc, ce dernier paramètre, il risquait de recommencer à augmenter. Pour comprendre la réalité SIDA en Haïti, même si elle n'est pas unique à Haïti, il faut essayer de comprendre que ce que nous avons fait, c'est que, je parle depuis 2002, nous avons intégré le Fonds mondial. À partir de ce moment, 2006-2008, vient gagner une grande révolution à la vérité dans le monde entier, côté une chute radicale, une chute drastique de la quantité de personnes qui gagnent maladie infectieuse, maladie à VIH là dans sang yo. Fatalement en fait c'est pas très réjouissant de le dire. En fait nous autres dans le secteur santé nous très contents de dire que c'est le résultat de tout le travail que nous faisons, mais la vérité est que une très grande quantité de ces personnes sont mortes, sont décédées. Donc, on a une population de personnes infectées du VIH qui radicalement diminué, ce qui fait que par exemple en Haïti, on est passé de 6% comme prévalence en 2002-2003 à pratiquement 2%, 2.2%. Déjà autour de 2010, on était à 2% en Haïti. Mais ce que nous n'avons pas pu faire, c'est de diminuer significativement le taux d'incidence de nouvelles personnes qui ont entré avec maladie. Donc, vous avez quoi? Vous avez ou vient arriver en phase à partir du moment qu'on met une grande quantité de monde sous médicaments ou garder moun yo en vie. Donc on a une grande quantité de monde qui a un virus là dans sang donc PVVIH, personnes qui vivent avec le VIH dans leur sang, qui là et nous baillons moyen pour yo vivre. Yo prend médicaments yo religieusement et ou gagne un médicament qui viennent systématiquement. Donc toutes ces personnes, c'est des personnes que nous gardons, nous mettons en vie. Mais vous avez de nouvelles personnes qui viennent grossir population ça régulièrement petit à petit, pas de façon massive comme ça l'était à une époque, mais quand même ça continue à se faire. Alors nouvelles personnes, ça risque pas venir entrer dans le même schéma. Ah oui, absolument. D'ailleurs la nouvelle façon, nouvelle donne dans VIH/SIDA actuellement, et ça c'est l'une des choses les plus intelligentes qui a été faite dans le monde entier. Et c'est l'une des rares choses qui peuvent permettre qu'on puisse être fier de l'humanité de temps en temps. On a décidé que dès qu'on monde séropositif, il faut passer sur antirétroviraux. Parce que c'est une plus belle stratégie qui existait, c'est que on monde qu'on place sur antirétroviraux dès le début, ou bien un certain nombre de retombées positives. Première retombée, c'est que monde n'a pas développé SIDA en tant que maladie. Deuxième retombée, c'est que mon qualité de vie a augmenté, espérance de vie mon a augmenté tout, mais aussi et surtout les vignes créées, ça y aurait les préventions secondaires là et rendu plus évident. Alors pendant un certain temps qu'on a parlé d'accessibilité à médicaments, c'est aujourd'hui à qui j'en sais sur machin. On considère que en Haïti accessibilité à médicaments est plus que acceptable. Plus que acceptable, il dépasse acceptable, et je vous donne un chiffre. Sur les 150 000 personnes qui, comme dit, ou qui gagnent un gemme dans le sang, pratiquement 100 000 là-dedans sous médication. Et sous médication suivie, contrôlée, dirigée, etc. Il y a un bel système de monitoring qui mettait en place. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors 50 000 là, est-ce que c'est des gens qui sont réticents ou bien pas une prise en charge? Eh bien, nous allons arriver sur ça. Parce que en fait, 150 000, ça vient de bord, 100 000 sur 150 000, ça vient de bord en fait 66% de la population de PVVIH qui a accès à médicaments, qui en fait prend médicaments, qui a accès à médicaments. Je vais répondre à une question tout à l'heure, mais comprenez bien que depuis plus de 5 ans, le slogan de l'ONU-SIDA, de l'Agence des Nations Unies chargée du SIDA, c'est 90, 90, 90. 90% de la population doit constater, 90% de monde qui constate li doit sous médication et 90% de monde qui sous médication li doit indétectable, li doit dans sang ou pas qu'à détecter présence virus là en dedans. Donc ouais que gon premier 90 et je vous avouerai que je n'ai pas tout à fait le chiffre en Haïti, est-ce que 90% de la population a déjà fait le test? J'en doute.
Mais 90% de ceux qui devraient être placés sous médication, on est à 66%, on est loin du compte. Et le reste, c'est qui ça qui arrive, c'est premièrement des personnes qui, ou parler de mon réticence, c'est des personnes qui perdu de vue, c'est-à-dire tu fait dépistage là pour pas suivre mon nom, c'est des personnes qui pas accès à médicaments, bien prise en charge là, et parce qu'ils habitent trop loin de côté, hein, ou c'est des personnes qui en fait dans un processus encore de déni, c'est-à-dire que qui pas quoi que c'est sida que le fait vraiment, la chercher d'autres explications à problème que les gains. Donc on est loin du compte. La question de l'efficacité du programme aussi peut être questionnée, ne serait-ce qu'en termes d'accessibilité nationale. Et vous savez qu'en Haïti, vous avez 42% de... C'est en diminution, ça a baissé parce que le chiffre de 42%, c'est un chiffre que depuis 2011 nous avons claironné. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la mise en place de nouvelles structures de santé, mais en fait, environ 40% des sections communales en Haïti ne sont pas encore couverts par services de santé. Alors, nos approches proximité, pour qui ça ne va pas joindre mon ça? On va parler par rapport avec couverture, yo? Ouais. La solution, c'est ça. C'est bail moun yo accessibilité. Accessibilité, me dit ça souvent, mais là, on parle de accès, on parle de accès géographique là dans un premier temps. On parle de accès financier là dans un deuxième temps. Et on parle d'un troisième type d'accès en Haïti, il est très important, c'est ça, l'accès culturel. Au monde doit habiter en face d'un centre de santé. Centre de santé à gratis, ou bien il y a comme pour taper centre de santé, mais il pas estimer que maladie, c'est maladie docteur, il fait l'autre bagarre avec, il y a accessibilité culturelle. Maintenant, accessibilité géographique là, c'est un premier grand défi que Haïti gagne, au-delà de VIH-Sida, pour que monde capable de gagner un service de santé disponible pour lui dans un environnement, dans un espace qui moins, en tout cas maximum 1 kilomètre de lui-même. Mon monde pas supposé marcher plus qu'une heure de temps pour aller pour service de santé. Donc accessibilité de services, c'est une bagarre. Maintenant, démarche de proximité, ça fait partie des choses qui se font. Il y a beaucoup d'institutions qui font des activités de proximité, y compris d'ailleurs Institut SPEC, et qui sont ouverts il y a 2 semaines, et son programme de la santé pour la paix dans Fontamara et Martissa, qui c'est un programme de proximité que nous menons, programme un petit peu plus proche de Mounio, dans un quartier avec difficulté, et qui est sous-desservi par les services de santé. La démarche de proximité, elle est importante, mais en fait le problème il est tellement vaste que les velléités de certaines institutions ne sont pas suffisantes pour endiguer le problème. Il y a un monde qui pense par rapport à SIDA, pauvreté extrêmement, son gros facteur. Écoutez, il n'y a pas de doute sur le fait que un monde qui en situation de pauvreté, en situation de précarité sociale est beaucoup plus exposé que un monde qui gagne un niveau socio-économique qui est plus élevé. Ça pourrait même paraître paradoxal au début, on t'ai pensé à l'inverse d'ailleurs. La population qui est en train d'être infectée le plus, c'est les populations vulnérables. Premièrement, les femmes. Nous connaissons qu'il y a parlé de féminisation de maladies. Hein. Et il y a moins de 20 ans, et maladies ont un ratio. Au début, c'était plus garçons que filles. Il y a moins de 20 ans, tu as un ratio de 1 pour 1.5. Et entre garçons et filles, un garçon pour 1.5 filles. Mais actuellement en Haïti, on a valé terrain en question et infection des femmes. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont en train d'être infectées que de garçons. Et me dit que les plus vulnérables, et parmi les plus vulnérables, ou gagner des personnes, par exemple, les travailleurs sexuels, ça nous les prostituées, qui c'est un véritable hécatombe, c'est population, il y a une population qui a payé le tribut le plus élevé avec VIH-Sida, ce qui n'est pas obligatoire, il faut le savoir, c'est pas parce que un monde gagne comme métier le travail du sexe que lui est obligé à être infecté pour cela. D'ailleurs, pour anecdote, il faut savoir que j'ai oublié ça en 2003. Un résultat que nous avons gagné dans le Fonds mondial, c'est que nous avions des statistiques qui nous montraient des populations de travailleurs sexuels. Je ne sais pas très bien si c'était à Pétionville ou si c'était à Delma, mais des populations que dans les statistiques, cette population avait des taux de prévalence beaucoup plus basses que la population des femmes qui travaillaient dans les factories. Et
Donc, juste, ça paraissait paradoxal, mais en fait, c'était des populations qui étaient couvertes par des programmes, qui étaient des services, qui étaient comment pour protéger tête, etc. Mais actuellement, l'hécatombe se passe au niveau déjà du travail sexuel, d'une part. D'autre part, au niveau des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, encore population marginalisée. Ensuite, au niveau de population, de toute population qui marginale, monde qui vivent dans shelter et les enfants de rue sont très infectés également, etc. Donc toute population qui est vulnérable, il y a directement que gagnent une prévalence qui est plus élevée dans la population ça que dans la population générale. Là. Alors justement, Jean-Paul Etalia, sensibilisation, ta censé quelque peu baisser. Qui baisse. Et qu'est-ce que ça n'a fait pour nous reprendre? Ok. Alors, je pense que question ça, il doit poser à un niveau large. Encore une fois, on va le rendre compte que nous allons retourner par rapport avec l'engagement que nous gagnons de ces jours-ci. Et parce que nous poser question comme ça, nous dit il faut que l'État t'a fait un bagage, l'État t'a doit faire un bagage, il faut que ONG t'a fait un bagage, il faut que peut-être les associations de la société civile comme l'association des hôpitaux privés d'Haïti t'a fait un bagage. En fait, nous avons un réflexe ça. Et c'est un bon réflexe. Mais il faut savoir que les batailles, les victoires que nous avions remportées sur le sida, nous t'ai remporté parce que nous t'es beaucoup plus loin que cela. Et parce qu'on rappelle très simplement fin des années 90, mais de façon particulière début des années 2000, la mobilisation générale qui était gagnée autour du sida. Vous aviez les artistes qui étaient mobilisés autour du sida. Vous aviez l'église qui était mobilisée, les églises qui étaient mobilisées autour du sida. Toutes les églises, toutes les confessions. Le secteur vaudou était mobilisé contre le VIH-Sida. L'État, bien sûr, était mobilisé contre le sida. Et le secteur privé, et je parle du secteur privé des affaires, ça veut dire que dans les factories, vous aviez des programmes de santé de la femme qui se faisaient. Et dans les banques, vous aviez des questions de sensibilisation. Vous aviez une mobilisation de la société dans son entièreté qui dit ça sont problème pour nous toutes et nous pral faire face à problème ça ensemble. Et durant les 5 années et durant l'âge d'or de la prévention du VIH-Sida, il me semble vraiment taré mais que tout le monde mettait dans tête li, c'est pas comme un tel, évidemment les ressources financières ont beaucoup aidé, mais c'est pas parce que tu gagné cob qui fait que mobilisation t'es aussi actif. Et donc je pense que mobilisation, ça pour retourner actif, il faut que nous retournions avec le fait que la communauté a connaît que y a un rôle, une participation pour les jouer là-dedans. Et c'est ambition par nous ça, par exemple au niveau de l'Institut SPEC. C'est parce que nous partons de ce postulat que la question de la participation de la communauté dans la transformation sociale est une question tellement essentielle que nous devons remettre la communauté au centre de la question de la santé. Donc c'est ça nous APC fait et à notre humble avis, il faut que pour la question de VIH-Sida, nous relancer bataille et nous fouer avec les différentes strates de la communauté, de la société haïtienne, comment nous allons résoudre ce problème, comment nous allons vaincre gagner la bataille du sida. Et ça permet de venir me dire que tu mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle dans la question VIH-Sida, c'est que les clés pour l'élimination du VIH-Sida commencer à découvrir. Par exemple, et m'ta parlé de prévention et secondaire là, côté au bail mon médicament dès le début, ça fait que monde qui est infecté et qui a formation pour gagner des relations protégées pour le protéger l'autre monde et protéger tête d'ailleurs aussi. Monde ça yo que même s'il t'a trouvé dans situation li gon relation non protégée, automatiquement relation non protégée ça li pas infectante parce que en fait quantité virus qui est disponible dans liquide spermatique li ou bien dans liquide vaginal en tout cas dans liquide sexuel est tellement faible que le pas qu'à déterminer une infection. Ça veut dire que nous sommes en train de couper la chaîne de transmission. Alors justement, nous allons poser une question, est-ce que mon s'il est infecté il y a nécessité pour le protéger d'être là quoi? Oui, pour une raison très facile à comprendre, c'est parce que en fait sont infectés ou réinfectés tête ou encore ou en fait apporter des soldats à ennemi ça qui déjà d'accord qui déjà tué donc ou mettez tête dans situation côté ou sur-infecté tête avec virus là. Donc au monde qui est infecté il a intérêt à utiliser condom parce que en fait s'il reprend infection encore
virus que le prend, il peut ajouter avec virus que le déjà gagné encore. On a parlé de VIH et SIDA en Haïti, je ne dis rien, c'est qui région et qui plus exposé et puis il y a qui catégorie d'âge. OK. La question est extrêmement importante, extrêmement pertinente. Et gagner des départements qui c'est des départements qui traditionnellement gagnent et des taux élevés la caillou. Faut me dire que ces derniers temps, tu es plus focalisé sur les populations à risque que sur les départements à risque. Ça veut dire que si mon donné qu'on y a la outdated, la dépassé parce qu'en fait et dans étude que m'a fait ces jours-ci on était beaucoup plus focalisé sur population plus à risque, c'est ça qui faut être très facile pour me baouli. Moi pas et les chiffres que me gagné yo daté de pratiquement 3 ans. Donc on pas connaître si gon inversion qui fait là dans par exemple si m'a parle de Grand'Anse, si m'a parle de certaines régions des NIP également qui c'est des régions que à un certain moment que me connais qui était de haute prévalence, mais là maintenant je dois être franc pour dire que ces derniers temps pas de focaliser par rapport à la distribution géographique là m'était vraiment fait plus études moi sur par rapport à démontrer ça. Et par rapport avec et prévalence, ce sont des zones où prévalence était plus que 2.2. En fait, ou gain des zones dans le pays côté prévalence beaucoup plus bas que 2.2. Par exemple, dans l'ouest, où tu as des prévalences de 1%. Mais dans la zone métropolitaine, où tu as des prévalences qui au-dessus de 2.2. Donc, on a des zones comme ça. Maintenant, on a des zones qui beaucoup moins représentées. Je parlais de Grand'Anse, mais par exemple, le nord-ouest, c'est une zone aussi qui est connue comme une zone qui a une prévalence assez élevée. Et Plateau central, si je me souviens bien, c'est une zone qui a une prévalence assez basse. Donc, tu as une distribution assez claire comme ça. Encore une fois, la question elle est tout à fait pertinente et très légitime. Je suis désolé de ne pas venir avec information ça pour parce qu'en fait. Alors, pour tranche d'âge. Alors, pour catégorie de personnes, les très importantes. Maintenant, l'entrée dans la tranche d'âge, et ça c'est une autre mauvaise nouvelle également, c'est que VIH-Sida a effectivement gagné une population qui a entré, nouvelle monde qui a entré infecté, mais on sait maintenant, il y en a remarqué, c'est dramatique, que la tranche d'âge, côté infection plus active, c'est tranche d'âge qui 19-22 ans. Même pas 19, à partir de 14-15 ans. 15 ans jusqu'à 22 ans, c'est tranche d'âge ça qui gagne plus monde qui a plus nouvelle infection que il y a remarqué là-dedans. Ou imaginez catastrophe que ça veut dire. Vous voyez l'avenir du pays qui est en train en fait de porter un fardeau extrêmement lourd. Et il est extrêmement important pour nous adresser population ça parce que comprendre bien que en fait, il y a une raison qui fait ça, c'est parce que en fait nous sommes assez incompétents pour nous adresser population ça en matière de relations sexuelles et protégés, responsables, etc. Que ce soit par rapport au message tel que nous développons message, que ce soit par rapport à capacité nous pour nous entrer en connexion, en lien avec population ça. Et c'est une population extrêmement à risque par rapport avec maladie VIH-Sida. C'est le même facteur, c'est qui ça l'est. Et plus ou moins dit là, c'est vraiment la population qui c'est une population qui est actuellement aux abois en Haïti. En fait, qu'à prendre n'importe quelle intervention sociale qu'on gagne, ou apprendre nous compte que population, ça c'est une population qui gagne plus de problèmes. C'est d'ailleurs qu'on rencontre plus dans la rue quand il y a, par exemple, des manifestations, etc. Donc, c'est une population, quand vous allez dans les quartiers défavorisés, vous voyez des quantités de jeunes filles, jeunes garçons, etc., qui, moi-même, c'est le mot que j'utilise, qui gaspillent, qui vraiment pendant période de l'école yo dans la rue yo pas fait rien etc. Et c'est une catégorie de la population qui est sous-servie du point de vue social et du point de vue financier. Moi imaginez que si on chercher en termes de pauvreté aussi on voit que c'est une partie de la population qui est très pauvre également. Et je pense que les conditions de vie, les conditions sociales, socio-économiques de cette population, c'est vraiment très grave et expliquer ça. On va parler aussi d'une population qui va rentrer dans leur vie sexuelle sans avoir suffisamment d'informations pour qu'on comment pour protéger tête en matière de sexualité ou pour qu'on ait suffisamment d'expérience pour connaître un certain nombre de choses. Et malheureusement, leur éducation sexuelle, c'est pas quelque chose qui est fait de façon centralisée. Et encore une fois, c'est pour cela que l'information en matière de santé, les compétences du système de santé en matière d'être disponible pour l'information, c'est une question de vie ou de mort pour la population. D'accord, ça va pas une solution miracle. Miracle, comment utiliser le mot miracle là? Et moi je crois dans les miracles. Et
Alors, par contre, soit les solutions miracles, mais si c'est pour solution, quelle solution? Et la principale solution, c'est justement, on dit souvent, retirer dans la rue, hein, mais la principale solution, c'est vraiment d'investir dans cette population. C'est peut-être, j'aime pour me répondre aux questions, ça, c'est que la solution ne sera pas une solution médicale, ne sera pas le condom, par exemple. Je veux dire, nous aimons parler de condom parce que c'est une façon facile de comptabiliser qu'est-ce qu'on a fait dans le sida, etc. Et puis faire que, il y a content. Mais c'est pas le condom la solution. Quand je dis c'est pas le condom la solution, le condom c'est l'outil, peut-être certainement qu'il faut passer, mais la solution c'est développer compétences et capacités de vie que moun sa gagne pour connaître comment pour gérer la vie et bien sûr leur donner des ouvertures sociales. Par exemple, une possibilité pour y aller à l'école, une possibilité pour y aller dans la formation professionnelle, une possibilité pour que comportement. Qui marche toi avec comportement, le comportement suit assez rapidement et parce que on sait que une population qui est éduquée, qui est renseignée, il y a gagné de meilleurs comportements, mais le gain de meilleurs comportements, c'est là que les capable bailler tête li un but dans la vie. On vit côté moun ti moun jeune n'a pas capable autoriser tête li bailler un but li connaît dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans mais qui boit la pied, c'est quelqu'un pour lequel la vie n'a pas de sens. Donc pourquoi pas ne pas s'amuser maintenant et puis de toute façon demain on va mourir. Et donc, je pense que c'est un problème social qui est essentiellement un problème médical, qui est essentiellement un problème social et qui est le symptôme de d'effritement social que nous gagnons. Et c'est là qu'il faut agir. C'est ce que nous essayons de faire. C'est arrivé dans fait émission, mais nous pas qu'à faire tout. Pendant qu'on a parlé des questions médicales là, ça ne pas parler de gestion des hôpitaux, puisque nous connaissons. Pour rentrer dans la question ça, on dirige une association qui a des hôpitaux privés là-dedans. Et quand le monde leur parle des hôpitaux, ils disent, depuis dans l'hôpital, pas de santé là. Qui ça se dit mais depuis rentrer l'hôpital, c'est malade, depuis malade, on pas parler de santé. Ok. Alors rapidement alors gagnons l'autre sens qu'on dit c'est par rapport au fait que l'hôpital c'est un espace qui est plus dangereux pour monde là-dedans parce qu'en fait on a une infection nosocomiale, ça veut dire que il y a des infections qu'on peut prendre à l'hôpital qu'on peut prendre de l'autre côté, mais parce que c'est pas de ça n'a parlé. Et alors m'adresser commentaire d'une façon différente que je pense qu'il est intéressante pour auditeurs. Et déjà dans les années 50, on a fait des études et on a pris de grands hôpitaux qui ont été amenés par des missionnaires dans des pays en Afrique qui venaient de prendre leur indépendance. Ils ont fait des études après pratiquement les 20 premières années d'aide humanitaire massive. Parce que la question humanitaire, elle a commencé depuis le siècle dernier, mais les vins connaissent un regain avec Première Guerre mondiale, mais après Deuxième Guerre mondiale, l'ère de l'humanitaire vient vraiment structurer, vient organiser, etc. Et donc, après plus de 20 ans, la connexion chrétienne, c'est comme ça l'organisation qui t'a organisé vos missionnaires dans le pays. Il posait peut-être les questions, je me souviens plus pourquoi il t'a posé quelques questions. Est-ce que les hôpitaux les grands hôpitaux que nous construisons, alors en Afrique, mais c'est pas qu'en Afrique, vous avez beaucoup de grands hôpitaux qui ont été construits dans l'époque ça, Albert Schweitzer en Haïti et Deschapelles, l'hôpital Deschapelles en Haïti fait partie de ces institutions. Donc, ils ont fait une étude qui pour moi même extrêmement intéressante. Ils ont comparé santé moun qui vivent autour de l'hôpital versus santé moun qui vivent très loin l'hôpital ça. Alors, grande surprise, même si c'est pas si surprenant que ça, moun qui vivent autour de l'hôpital yo pas de meilleure qualité de santé que moun qui vivent loin yo. Et là, ils viennent avec conclusion que, en fait, un système de santé qui est centré seulement sur les hôpitaux n'est pas un système de santé qui, en fait, garantit la santé de la population. Il garantit certainement des services de santé, voire des services de santé extrêmement. Donc là, il y a aspect prévention là. Là, pas d'aspect prévention, pas d'aspect promotion de la santé. C'est comme ça, Aurélie. Aspect promotion de la santé, parce que promotion, c'est pas sensibilisation. Promotion, c'est fait en sorte que la santé blaye en côté. C'est ça, ça veut dire promotion de la santé. Il y a pas longtemps, dans document cadre, l'hôpital, ministère de la Santé publique, c'est ce que je disais, le rôle du ministère c'est de faire la promotion de la santé, de faire en sorte que la santé blaye dans le pays. Donc, un système de santé qui gagne en tête seulement l'hôpital n'est pas un système de santé qui va être sain, qui va
et garantir la santé de la population. L'hôpital doit faire partie de tout un système de pensée, un système de conception d'un système de santé et être utilisé comme outil. Malheureusement, dans la pratique, non, l'hôpital c'est souvent l'objectif. Et même les gouvernements, y compris si je ne m'abuse, le gouvernement, enfin peut-être le gouvernement précédent, puisque nous avons maintenant un nouveau chef de gouvernement, il était parlé en pile de mettre les hôpitaux, construire des hôpitaux, etc., ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui inutile, et je précise inutile, s'il pas fait partie d'une vision globale de la santé. Vous mettez en place, moi, construire en pile l'hôpital dans vie par rapport avec le travail que je fais. Moi, j'ai vu des hôpitaux, nous avons gaspillé 50 000, 100 000, des fois même près $1 million à mettre un hôpital dans un environnement qui n'est pas utilisé du tout. Du tout. Donc, il y a personnel quand même. Il y a même des fois, mettez personnel là-dedans, il n'y a pas fini là-dedans. Il y a même des fois le gratuit, il n'y a pas fini là-dedans. Il y a 10 000 exemples de cela. Donc, et construire un système de santé sur la base de mettre l'hôpital partout, c'est pas un système de santé qui est intelligent. Une institution de santé, l'hôpital, par contre, est essentiel ou pas capable de gagner un système de santé qui a fonctionné si pas un bon l'hôpital. Et le problème d'Haïti, c'est que la gestion hospitalière, c'est une gestion plus complexe qui existe, surtout dans l'environnement panouan, côté les hôpitaux doivent se débrouiller pour survivre. Je vais utiliser ça pour survivre. Gérer un hôpital, son bagage qui est tellement complexe que moi, j'ai déjà lu un article je crois que c'était un article qui a été publié par le journal de l'Association des hôpitaux des États-Unis, AHA, qui était comparé gestion hospitalière avec le fait de faire décoller une fusée. Vous connaissez cette phrase, cette expression idiomatique qui dit bon, il ne s'agit pas de faire décoller une fusée. Et donc, qui était comparé là avec ça, parce qu'en fait, gérer un hôpital, c'est gérer plusieurs corps de métier. Le problème que nous avons en Haïti, c'est que nous n'avons pas suffisamment de personnes formées à la gestion des structures hospitalières. Moi-même, moi, j'ai fait expérience à mes dépens. Côté, c'était avec expérience dans l'humanitaire ou bien dans la gestion de programme, c'était pas des compétences utiles, enfin suffisamment utiles pour te bonnes possibilités bien gérer l'institution. Ça m'a pris plusieurs années de commencer à chose. Et je dis ça, c'est par rapport avec le fait que vous avez de plus en plus de structures hospitalières qui se mettent en place. Mon ami fait médecine et puis ouais, c'est une bonne façon de faire de l'argent. Il dit bon, pour le fond centre de santé, m'a fait hospitalisation là-dedans. C'est extrêmement complexe et d'ailleurs extrêmement dangereux. Et nous demander, et si vous permettez, tout faire appel là à toute structure hospitalière, n'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de l'association des hôpitaux privés d'Haïti, parce que c'est une number que nous allons faire en 2009, c'est commencer à faire des formations. 2019, merci. Et commencer à faire des formations et de l'encadrement pour les hôpitaux, quels qu'ils soient, parce que de plus en plus, on a pensé que c'est pas seulement les hôpitaux privés qui ont besoin de ça, fait des formations en système d'organisation, en système de gestion hospitalière, parce que le pays a besoin de bons hôpitaux. Je vous donne un chiffre que je pense que je déjà dans l'émission précédente, mais je pense que c'est très important de rappeler ces chiffres. $30 millions. Je vais partir du postulat, c'est $30 millions par année qui quittent Haïti, côté moun al prend service hospitalier dans d'autres pays, Cuba, et République Dominicaine, même Porto Rico, je ne parle pas des États-Unis. Vous parlez d'un problème de ressources à tout. Il y a une question de ressources, mais la grande majorité des cas, c'est une question de système. Les gens ne font pas confiance à nos hôpitaux. Parce qu'en fait, il y a un pile monde qui prend service l'autre bon. Pour des choses qui se passent ici, il y a des gens qui vont faire une césarienne en République Dominicaine. On peut faire des césariennes, on fait de très bien césariennes, on le fait très vite, très simplement, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais nous avons perdu cette confiance de la population. Alors, si nous perdons confiance là, dans l'hôpital, mais quand même, il y a un côté qui a formé. Et médecins, l'école, même, qui ça n'a dit pour. Nous avons plus d'écoles de médecine maintenant, nous en avons au moins 6. En fait, je crois beaucoup plus que 6, mais nous avons 6 qui sont reconnus par le ministère de la Santé publique, qui est encore une autre chose assez cocasse. Et la question de la formation des professionnels de santé est questionnable en Haïti. Mais je voudrais dire que ce n'est pas le plus grand problème que nous gagnons pour produire soins. Nous produisons des médecins dont la formation est suffisante
c'est pas un bon mot, mais permettre nous utiliser, elle est suffisante pour en fait permettre nous gagner un meilleur système de santé. Moi, j'ai travaillé dans des pays qui n'ont pas autant de ressources en termes de médecins et qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui gagnent beaucoup de meilleurs résultats que nous-mêmes en matière de santé. L'Afrique subsaharienne, la moyenne, dans l'Afrique subsaharienne, pour la quantité de personnes qui accouchaient en étant assistées par du personnel qualifié, en Afrique subsaharienne, il y avait déjà 10 ans, c'était 40%. Je suis sûr que ça a augmenté maintenant. Mais nous-mêmes, nous, à peine 39%. En tout cas, dans le dernier émus, il était à 39%. Et moi, je savais, il y a 5 ans avant, parce que les 39%, on les a atteints, c'est grâce à un programme que les Canadiens nous avaient donné 20 millions de dollars il y a quelques années, etc. On a reconduit ce programme. Moi, je suis sûr que c'est ça qui a fait flancher. Mais avant ce programme, on était à peine à 28%. 28% des femmes qui accouchaient dans un espace hospitalier, on faisait un petit peu plus complexe que ça, mais on dit comme ça, dans ce pays, qui est un pays beaucoup plus moderne qu'un pays où nous travaillons là-dedans, dans ce pays, au 21e siècle, c'est pas acceptable, c'est tout simplement pas acceptable. Donc, il y a un pragmatisme qui manquait, et pragmatisme ça, il dû au fait que gestion de système de santé nous pas fait nous pas fait d'ailleurs nous avons beaucoup de difficultés à penser le système de santé aussi, d'autant plus que nous dépendons en pile de direction qui a bail de l'extérieur, des monde qui chita soit Atlanta soit Washington qui dit nous mais qui j'ai pour gérer le système de santé, et ça tout ça ce sont des problèmes. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la communauté a une place, surtout en Haïti. Je le dis, je le répète, quand la communauté n'est pas avec vous, elle est contre vous. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous faites quelque chose pour la communauté, sans la communauté, et cette phrase, elle est de Nelson Mandela, vous la faites contre la communauté. Donc la question de la question de l'implication communautaire en Haïti de façon particulière, elle est incontournable. Et ce qui moi personnellement me désole dans cette histoire, c'est qu'il y a pratiquement 4 ans, le ministère de la Santé publique, j'aurais préféré que ce fût le président de l'époque qui était en tout cas le ministère de la Santé publique, t'es pris décision de dire ok, nous allons faire de la santé communautaire la colonne vertébrale de notre système de santé. Mais on n'a jamais appliqué ça. Nous devrions avoir plus de 60 000 agents de santé partout dans le pays. Je ne suis pas sûr qu'on en a 3 000 actuellement qui ont été nommés par le ministère. Donc, il faut aller vers ça, il faut aller vers la communauté, il faut que la communauté soit participant du développement de sa santé. Il faut que les communautés sentent que question santé à l'y intéresser, parce qu'on paquet d'interventions en matière de santé, on va comprendre ça, me voulais dire, qui ne sont pas des interventions médicales. Oui, ils sont très simples, les fatras. Je veux dire, c'est pas les médecins ou les infirmières ou les laborantins qui vont résoudre la question du fatra. Mais c'est un grave problème de santé. Un autre exemple, c'est les mototaxis. Je ne parle pas des mototaxis en tant que problème, quoique je vous avouerai qu'à mon humble avis, c'est un problème. Je parle même de la pratique. Mais au-delà de cela, et vous avez tous les accidents qui se passent par rapport à cela et qui n'est pas géré. Et ça, c'est pas les médecins qui vont le gérer. Peut-être que le ministère de la Santé publique a un grand rôle à jouer à cela. Mais il y a des interventions en matière de santé qui ne sont pas des interventions médicales. Si nous pensons que c'est seulement les professionnels de santé qui vont résoudre le problème de santé en Haïti, on est en train de se fourvoyer. On a besoin de toute la population, de toute la société, parce que la charge maladie d'Haïti est trop lourde pour le système de santé que nous avons. On a besoin d'aide. Merci un peu, le docteur Frank Généus. Et un mot avant de finir pour moi qui t'a regardé et puis t'en là. Mot qui puis simple, c'est merci. D'est-ce côté bah nos opportunités ça et d'est-ce côté laisser nous un peu de liberté pour nous parler également. Et malheureusement, tout le monde qui connaît très loquace, très abondant les m'a parlé. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Information utile donc. Merci. Et il y a un peu d'informations que nous devons partager, que nous ne pas priver partager. Mais je pense que nous, on a lancé quelque chose que nous voulons qui devenu m'a supplié aide et médias de façon particulière RNH pour accompagner nous dans ça, lancer le mouvement à la belle bagaille c'est la santé. Là me dit lancer déjà, mais permettre que les tourner un mouvement populaire à la belle bagaille c'est la santé, permettre que album chanson que nous fait sortir capable de faire partie des chants les plus chantés en Haïti. Mais l'idée, c'est vraiment de lancer un mouvement social, de faire que toute société a dit que la question de la santé est importante et puis n'a mobilisé là-dedans. Parce qu'en fait, nous avons pile ressources. Là, nous disons ressources, nous ne pas parler de COB seulement. Nous avons des gens qui disposent de travail, qui ont envie de travail, etc. Donc, il y a une révolution qui est au stade embryonnaire, qui est en cours, que nous avons lancé, qui est extrêmement prometteur.
qui est extrêmement prometteur avec des gens qui viennent travailler, qui pas viennent travailler dans une logique de faire comme qui viennent travailler dans une logique de changer pays. Parce que moi, je suis convaincu que c'est la société civile qui va vraiment à bras le corps permettre que la transformation de ce pays se fait. Et nous n'avons pas le choix. Ce pays doit changer. Nous n'avons pas le choix. Nous devons changer ce pays. Ne serait-ce que pour les générations qui viennent après nous. Et c'est l'engagement que nous prenons. Nous allons faire tout ce qui est possible pour nous de mettre à disposition l'information, l'éducation et le personnel qu'il faut pour accompagner ce changement au niveau communautaire. Et j'espère que, par la grâce de Dieu, nous serons en mesure de faire une différence de ce pays. Révolution, ça a un contexte bien déterminé. Et les non-contextes difficiles, et je pense que c'est le meilleur contexte pour commencer une révolution. À quel niveau? À tous les niveaux. Je dis, on a tellement de problèmes que quel que soit côté commercial, la plus utile à la communauté. Hein. Et je pense que la question sociale, parce que moi-même, je parle de santé, voyez la société dans son entièreté, éducation, logement, et assainissement, etc. Donc, à tous ces niveaux, nous devons faire cette révolution. Et la révolution, cette révolution, et je précise révolution pacifique, c'est une révolution qu'on peut faire en changeant la façon que nous pensons nous-mêmes, que nous pensons notre pays, que nous pensons l'autre, mais en étant volontariste dans la façon de faire. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les initiatives. C'est mental là ou attaqué là? Écoutez, je fais que ça fini hier, une série de conférences sur le bonheur. Et je fais commencer faire li et n'importe l'autre micro m'a vient parler du bonheur. Je pense que c'est la chose que les Haïtiens, nous devons comprendre que nous avons aussi droit au bonheur et nous devons comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à cela. Et je pense que à partir du moment que nous comprenons ça, nous comprenons que la vie est belle et nous avons beaucoup plus de respect pour cette vie que Dieu nous a donnée et voir comment l'organiser mieux. Merci un peu pour la participation dans l'émission. Merci au DJ, merci à l'équipe technique qui te permet de nous capables avec auditeurs dans l'émission ça. Merci tout le monde qui t'a écouté, qui t'a regardé. Merci à Joven Slag qui était sur console là. Merci à Bernard Boutus qui était sur caméra. Non pas M. André Marco DJ. Merci Dr. Frank Genis. Merci à Edith Trofort qui t'a fait le pont. Merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Et bien, au revoir à toutes les auditeurs et auditrices de la Radio Nationale. Merci. Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil étatique, la société civile, les organisations non gouvernementales, pour poser les vrais problèmes du pays, identifier les contraintes, les défis à relever, Radio Nationale présente chaque dimanche référence à cet espace. Toutes les questions d'intérêt national sont débattues. Référence, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Nationale.